Bonjour, donc Ecopoetis. Alors nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Naïm Kamal. Naïm Kamal, il a été un grand militant. Il a défendu les grandes causes du Maroc. Puis il a été pendant une quarantaine d'années journaliste. Il a eu une longue carrière au sein du groupe L'Opinion. Puis il a participé à la ACA, où il a essayé de professionnaliser le métier et lui donner plus d'éthique, plus de visibilité, plus de constance. Et enfin, il est devenu entrepreneur, puisqu'il a monté un groupe de médias. Et tout le monde connaît aujourd'hui le média Quid, qu'il dirige et qu'il enrichit chaque jour. Il est connu par sa belle plume, par son courage, ce qui lui a valu pas que des amis. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui et l'honneur de le recevoir. Merci à... On se tutoie ou on se voit? On se vous voit. On se vous voit. Alors merci à vous, Adnan. Donc j'ajoute Adnan parce qu'on se vous voit. Je suis heureux d'être là. D'autant plus que je suis quelque part chez moi ici. Hein, j'ai pas peu contribué au rayonnement de l'opinion pendant plusieurs années. Ça n'a pas toujours été rentable, mais ça a été utile. Donc je suis d'autant plus redevable à ce journal et à ce groupe Risala que c'est là où j'ai fait ma carrière et c'est là où j'ai fait mon nom. Et c'est ça qui m'a peut-être aussi permis. Donc je ne serai pas totalement ingrat pour ne retenir que le côté matériel de mon passage à l'opinion, mais tout le reste qu'il m'a apporté. Maintenant, je voudrais juste faire une petite mise au point. Il a été, non, je suis toujours. Et vous êtes? Non, parce que tu as dit il a été grand militant. Non, il a été parce que je faisais référence à la ACA. Mais non, vous êtes un acteur, vous êtes toujours actif, vous êtes toujours au cœur des problématiques importantes. Moi, j'ai peur du passé. Non, vous êtes dans le présent. J'ai peur d'être conjugué au passé. Non, vous êtes dans le présent et dans le futur. Vous êtes un acteur de la société civile, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un homme de médias. Merci, non, rajoute pas. Les gens vous écoutent. Non, et c'est pour ça que je voulais vous inviter, parce que d'ailleurs, vous êtes le premier journaliste que j'invite. Je n'ai pas invité de journaliste jusqu'à présent. Et aussi parce que je pense que vous avez un regard riche sur ce qui s'est passé au Maroc depuis ma naissance. Depuis 20 ans ou 30 ans. Et je veux structurer cette émission en focalisant sur divers moments de votre vie. Oui. Voilà. Alors, ce ne sera pas une lecture historique, ce sera aussi une lecture thématique. Alors, la première chose que j'aimerais que vous me parliez de votre vie de militant. Et le contexte de cette vie de militant. C'est très simple d'abord parce que c'est dû à ma famille en partie. Comme tous les Marocains de ma génération, je suis né dans une famille urbaine, citadine, mais d'une petite ville, mais très branchée, qui est la ville d'Osfo. J'y ai passé mes 5-6 premières années avant d'atterrir à Rabat. Et bien sûr, dans cette famille, on avait toutes les tendances. On avait le Istiqlal, on avait Shura, on avait l'UMT, on avait donc les discussions qui ont découlé. Tout ceci m'a naturellement imprégné. Et j'en ai gardé beaucoup de souvenirs qui ont un peu façonné. Ensuite, ça a été aussi ma nature. À quoi il est dû, je ne me suis jamais arrêté là-dessus, je ne sais pas, ça vient de beaucoup de choses. C'est que, intérieurement, j'ai toujours été bouillonnant et révolté. D'abord révolté contre tout ce qui me semblait être injuste, tout ce qui me semblait être un joug, tout ce qui me semblait être inapproprié et, disons, qui s'autorise au-delà de la décence
certain nombre d'agissements et de comportements. Donc ça, c'est par nature déjà. Et d'autant plus que j'étais révolté que cette révolte s'exprimait, n'était pas contenue, n'était pas retenue. Elle s'exprimait. Et donc, très jeune, à Rabat, quand je suis arrivé, vous savez, je suis arrivé à Rabat en 1960. C'est une année d'ébullition. Il y a l'UNFP qui vient de faire sa scission sur Istiqlal. Il y a les élections communales. Il y aura la première constitution du Maroc indépendant, du Maroc dans son histoire. Il y aura les élections législatives. Il y aura le Parlement de 1965. Il y aura la motion de censure. Il y aura les émeutes de 1965. À Casablanca, il y aura l'enlèvement de Mehdi Ben Oka, et tout ça, ça fait un cumul d'événements dans une courte période de l'histoire qui se bouscule. Et moi, à Rabat, j'atterris là, enfant, je me promenais, je sortais. À l'époque, quand on avait 7 ans, 8 ans, on pouvait se promener à Rabat partout. On pouvait descendre du quartier de la Résidence vers le centre-ville quand on est enfant, sans problème, en toute sécurité. Donc, et j'assistais à des trucs que j'étais en train d'absorber comme une éponge, que j'avalais. Et j'ai vu ça. J'étais pas l'acteur, mais j'étais là. Donc, quand je me retrouve au lycée, d'abord le collège. Bon, le collège, il se passe plus ou moins bien, plus ou moins mal. J'ai le souvenir, pour vous dire ma nature, un professeur de maths, un Français d'ailleurs, qui m'avait mis comme appréciation un voyou sympathique. Tout ce qu'il avait trouvé. Et donc c'est ce caractère. Arrivé au deuxième cycle, au lycée, toujours au lycée Hassan II de Rabat, quand je suis arrivé, il s'appelait Gourou d'ailleurs. Il y avait encore moitié mission, moitié enseignement marocain, qui était mon enseignement. Et là, quand j'arrive au collège, on est déjà après mai 68. Après la révolte de la jeunesse française et de la jeunesse du monde, d'ailleurs, ça avait impacté le monde entier, ça avait impacté ici, d'autant plus qu'il y avait en ce moment-là la naissance et l'émergence de ce qu'on a appelé la nouvelle gauche, c'est-à-dire l'extrême gauche, les maoïstes, les trotskistes, les marxistes tout court, toutes les tendances qu'on verra après qui vont se diviser en 3 grands groupes, l'MM, 23 mars, l'Inkhadjoum Chab, et ainsi de suite. Et donc, à partir de 1969, on va se retrouver dans un mouvement de grève des lycéens et des étudiants, principalement. Tout ça, c'est dans le sillage du GL 1965 et tous les procès qu'il y a eu, et la révolte d'une partie de la jeunesse qui trouvait que les partis n'en faisaient pas assez dans cette lutte qui opposait les partis issus du mouvement national au pouvoir. Parce que c'est ça l'idée marquante ou l'acte marquant de cette époque, c'est l'opposition entre le pouvoir et les partis issus du mouvement national, principalement l'UNFP alors en ce moment-là, dans une moindre mesure le Parti communiste qui deviendra PLS, qui deviendra PPS, etc. Et Istiqlal était plus ou moins un pied ici, un pied dedans et un pied dehors, mais essentiellement l'UNFP. Bon, on connaît la Syrie, on va pas s'attarder longtemps ici, sinon ça va nous bouffer tout le temps. Cette partie de la jeunesse trouvait qu'il y avait trop d'attentisme, trop d'expectatives, trop de compromis qui, à ses yeux, à mes yeux à l'époque aussi, était de la compromission. Était de la compromission et qu'il fallait... il faut pas oublier le contexte géopolitique mondial avec la guerre froide, les pays de l'Est, les 2 blocs, la Chine maoïste, tout ce qui se passait dans le monde, le mouvement trotskiste et son internationalisme. Il y avait même le marcusianisme, si j'ose dire, qui nous venait des États-Unis. Donc il y avait toute cette confrontation. Et je me suis retrouvé au milieu au lycée où on avait commencé les grèves et j'ai été repéré. Parce que je m'activais. Vous avez été repéré par qui? Voilà, par un militant recruteur. D'accord. Et il s'était approché de moi.
commençait à me parler, commençait à me donner des petits bouquins à lire, enfin toute la technique habituelle d'embrigadement d'un jeune révolté et dans lequel on voit de loin une capacité, un potentiel et une envie d'en découdre. Donc j'avais toutes les cases, je remplissais toutes les cases de militants prêts au sacrifice. Et donc c'est comme ça. Il se trouvait que ce militant recruteur, c'est Mohamed Taqi, je me souviens de son nom, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait des années que je ne l'ai pas recroisé. Il se trouvait qu'il était maoïste, qu'il était dans l'Irkhadoum Shab, ce qu'on appelait plus tard, qui va devenir le mouvement, mais c'était une fraction du 23 mars, ce qu'on appelait Tsandim Ba. Bon, tout ça c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans. Mais vous auriez pu atterrir ailleurs, dans un autre courant politique. C'est ce que je voulais dire, sauf les islamistes. Oui, bien sûr. Là déjà, c'était. Vous auriez pu atterrir à l'UNFP. J'aurais pu atterrir à l'UNFP, j'aurais pu atterrir à l'intérieur de l'UNFP dans l'aile de Frey Lousri, j'aurais pu atterrir même dans l'extrême gauche à 23 mars ou à même. Il se trouve que j'ai atterri, et donc c'est là où j'ai commencé à être politiquement encadré, façonné, travaillé. Voilà un peu comment je suis arrivé à l'AE. Et là, on va commettre peut-être ce qui a mis aujourd'hui, rétrospectivement, le plus grand, je ne veux pas dire crime, mais le grand délit à l'égard du Maroc, c'est l'année blanche. La grève et l'année blanche. On a fait perdre au Maroc, aux étudiants, aux élèves, une année. Une année, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on avait accusé ce retard. Mais à l'époque, c'était la gloire. Mais ça, c'est la maturité et l'expérience qui parlent. C'est plus tard que je me suis dit, finalement, c'est vrai que la jeunesse peut nous faire commettre pas mal de bêtises. Et donc, quand j'éduquais mes enfants, j'avais cette hantise. J'avais toujours ça en tête, je me dis... Mais en même temps, je me revois moi-même, je me dis comment je vais pouvoir les empêcher de commettre les bêtises que moi je me suis permises. Donc, oui, mais c'est un autre contexte. Oui, c'est un autre contexte. Le monde a changé. Là, mais d'autres bêtises à un autre niveau, pas forcément politique. Pas forcément politique, c'est-à-dire. De toute façon, les enfants, même si vous les prévenez d'un danger, ils sont condamnés à vivre eux-mêmes leur trauma. Voilà, exactement. Donc voilà comment se magne du temps. Alors je ne sais pas si je dois continuer sur cela. C'est en ce moment-là où j'ai été recherché par la police. Par chance, je n'étais pas chez moi. Et en rentrant un jour à la maison, j'ai trouvé ma belle-sœur qui m'attendait au bout de la rue, au coin de la rue. Elle m'a dit, il y a la police qui te cherche. Ils sont venus. Donc je suis reparti, je ne suis pas rentré chez moi bien sûr. Et pendant quelques mois, pas quelques mois, un mois et demi, je m'étais caché chez un ami à Salé, chez Mohamed Chergou. D'accord. Mohamed Chergou était à peu près, disons, le coordinateur ou le chef de cellule de Salé Rabat pour le secteur lycéen et estudiantin. Pour le compte du mouvement maoïste, de l'aile maoïste du mouvement. En plus, c'est des mouvements qui n'existaient pas juridiquement, qui n'étaient pas autorisés. Non, c'était la clandestinité. Voilà, vous étiez dans la... On était dans l'illégalité. Voilà, on était dans l'illégalité totale. C'est-à-dire, mais on était dans une ambiance... Pour ça, il faudrait peut-être, pour parler de cette période, il faut peut-être consacrer une émission à part entière. Rien que pour parler de cette période. Donc moi, je suis en train de sauter des étapes, des images, des faits, des trucs. Pourquoi ce mouvement? Est-ce que le coup d'État, est-ce qu'il est étranger au coup d'État, ou de tentative de coup d'État? Est-ce qu'il n'y avait pas des liens? Est-ce qu'il n'y avait pas des manipulations? Donc il y a un certain nombre de questions qu'il fallait se poser, qu'il faut se poser, qui ont été posées d'ailleurs, auxquelles ont répondu, d'autres ont démenti. Bon, mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir dans son ensemble. Dans cette maison, j'habitais une petite mezzanine, une petite chambre dans une mezzanine, je regardais. J'étais pratiquement un détenu sans l'être officiellement. Et à un moment donné, les camarades, je vais utiliser le terme de l'époque, Rifaq, sont venus me dire, que je devais aller voir un homme dont je connaissais le nom, que j'avais déjà vu,
et qu'il allait m'amener quelque part pour travailler. C'était Mohamed Douiri. Mohamed Douiri, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour la nouvelle génération, c'est l'un des hommes forts du parti de l'Istiqlal. C'était pratiquement le numéro 2. Certains le prennent pour le numéro 1. Et il a été ministre de l'économie et des finances très jeune, à l'indépendance. C'est le premier polytechnicien sorti de l'école polytechnique de Paris au Maroc. Il a été ministre de l'équipement à l'indépendance. Il sera plus tard ministre de l'équipement encore en 77, puis ministre du plan de la formation des cadres. Donc, pour donner un aperçu sur le personnage, et il a été parmi les 3 personnes qui avaient reçu un colis piégé en 1973, après l'affaire de Moulay Bouazizi, les attentats et les infiltrations de Moulay Bouazizi. Il y avait lui, il y avait Omar Ben Jelloun, et il y avait Mohamed Yazri. Omar Ben Jelloun, Mohamed Yazri sur l'USFP, lui c'est Istiqlal, et on le considérait comme un peu tenté par l'extrémisme et tenté par, disons, le blanquisme de l'époque, ce qu'on appelait le blanquisme, le révolutionnarisme blanquiste, qui s'est manifesté à Moulay Bouazizi dans l'attaque qui est venue d'Algérie d'ailleurs, sans que je porte un jugement maintenant. Je ne porte pas de jugement, je raconte les faits. Et donc il avait reçu, voilà Mohamed Douiri, je vais le voir, c'était dans un bureau ici à Rabat. Et il me parle comme ça, il me dit, il faut attendre. J'ai attendu 30 minutes ou 45 minutes. Il est sorti, il m'a pris dans sa voiture. On est allé chez lui, c'était à Suissy. C'est la première fois que je rentrais dans une maison à Suissy, pour tout vous dire. Alors donc, et là il m'a amené à Casablanca. Il m'a donné une somme d'argent. Il m'a donné avec une adresse, avec un nom. Monsieur Durner, Société Soma Polva, Faïn Barja, à Casablanca. Là, il va vous faire travailler. Les REFAC, pour utiliser le terme, m'avaient donné également une adresse d'une cellule à Casablanca qui allait m'accueillir. Mais je ne comprends pas le lien entre l'Istiqlal et l'extrême gauche. Je vais y arriver. Alors, je termine l'histoire. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai travaillé dans cette société, j'étais voir M. Durner. Les camarades de la cellule m'avaient reçu, m'ont hébergé dans un premier temps. Et là, j'allais plonger dans la clandestinité totale. Avant, j'étais semi-clandestin, parce qu'on faisait des actions quand même publiques. Et Mohamed Douiri est le beau-frère de Anis Balafrij. Anis Balafrij lui-même était en détention à Casablanca. Et d'après ce qu'on m'a raconté après, moi je n'étais pas dans ces tractations, d'après ce que m'ont raconté les gens de la cellule qui m'avaient accueilli à Casablanca, qui étaient de l'aile de Anis Balafrij, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais rencontré. Je le connais, je le vois de loin, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui en ai jamais parlé. Je l'ai croisé, mais je ne le connais pas. Ça me dit que c'était par l'intermédiaire. Alors comment ça se passait? Si Mohamed Douiri prenait le panier, chaque vendredi, il allait à la prison de Casablanca pour le remettre à Anis Balafrij et à Sokopa. C'était le Maouna de Semana. Donc, il allait ça. Et c'est comme ça que des contacts à l'intérieur de la prison ont fait savoir à Anis Balafrij s'il pouvait être utile pour le placement d'un certain nombre de militants recherchés. D'accord. Voilà Très bien. Le lien. Donc, et c'était ma première rencontre avec Mohamed Douiri, que j'avais déjà vu une fois dans le parti de l'Istiqlal, mais quand j'avais 10 ans, parce que je suis allé voir, c'était les élections 63, je crois, mais j'avais voir, et j'ai vu, c'est un homme impressionnant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Casablanca. Il y a un autre militant qui va me rejoindre à Casablanca. C'est Najib Bribri, qui est mort dans un accident bête comme tous les accidents. Parce qu'il n'y a pas d'accident, bien sûr, intelligent.
Et on avait loué une piole dans un quartier très populaire qui était Sbata, à l'époque très très populaire, qui donnait sur une falaise, qui donnait sur le Bimsik. Et Bimsik à l'époque c'était une mer de bidonvilles. Il n'y avait pas encore ce qu'on voit à Bimsik aujourd'hui. Il n'y avait que des bidonvilles. Et ça puait de partout. Donc, mais pour nous, c'était le suicide de classe. On voulait militer, encadrer les ouvriers, la paysannerie, faire la révolution, renverser le régime. Vous étiez des rêveurs. Des rêveurs, des idéalistes, qui n'avaient rien compris. Bien sûr. Parce qu'on va se retrouver avec des théories ou des écrits qui défendent Staline. Ou Pol Pot, pour nous, Pol Pot était un modèle. La rééducation des masses était un modèle. Heureusement, le totalitarisme. Heureusement qu'on n'a pas réussi. Parce que, mon Dieu, ce qu'on aurait fait au Maroc. Donc ça, il y a... Et ces jeunes-là qui étaient dans l'extrême gauche, ils venaient de quels milieux sociaux? De tous les milieux sociaux. Anis Balafré, c'est le fils d'Aïch Ahmed Balafré. Ouais. Qui était le représentant personnel du roi. Il vient d'une famille citadine, urbaine, andalouse, rabatée, aisée, etc. C'est un exemple. Ahmed Hazne est le fils d'un agent des forces auxiliaires à l'époque, qui était lui un patron. Donc il y avait une diversité. Il y avait une diversité des origines. Abdeltif El-Labi, ou par exemple Ilhamam et Abraham Strafati, ce ne sont pas des prolétaires, ils ne viennent pas d'une... etc. On a vraiment des gens... Et il y avait la petite bourgeoisie, il y avait ce qu'on appelait, avec la définition marxisante ou marxisiste, ou je ne sais pas comment l'appeler aujourd'hui, la petite bourgeoisie. Donc c'était tout ça la composante. Et c'est comme ça que je suis resté à Casablanca presque une année et demie, un peu plus qu'une année et demie, à essayer d'embrigader les ouvriers, de créer les Comment après toutes ces, après je sais pas, 50 ans, 40, après 40 ans, 50 ans. Tout ça, comment je le vois, oui, ça. Mais ça, c'est vous avez un regard tendre sur vos années de jeunesse, d'insouciance, d'idéalisme. J'ai un regard tendre parce qu'on s'est éclaté. Il faut pas raconter des histoires. On était dans l'exaltation. Ouais. On était dans la révolution. On acceptait tous les sacrifices. On acceptait toutes les conditions misérables. De vie dans lesquelles on s'était mis volontairement, alors qu'on venait de familles plus ou moins moyennes, plus, moins, ça dépend des gens, mais on n'était pas dans un bidonville, et on descendait habiter dans les bidonvilles. Donc c'est vraiment pousser le rêve et l'idéalisme et l'abnégation. Donc vous travaillez et l'abnégation dont seule à l'époque la jeunesse pouvait être capable. Bien sûr, la jeunesse elle dépense son temps, son énergie sans compter. Elle calcule pas. Et puis pour la plupart on n'était pas mercantile, on n'était pas intéressé. On n'était pas carriériste. On n'était pas carriériste. On savait, pour nous l'idéal c'était la révolution. Mais l'époque était à ça aussi. Ouais. On était bombardé de partout. Alors, on recevait les livres, les Lénine, Mao Tse-tung. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait les slogans. Parce que toutes nos cultures, à l'époque, pour la plupart, je parle pour la plupart, ne dépassaient pas quelques clichés qu'on utilisait pour... une somme de clichés assez intéressante pour permettre de tenir une polémique, etc. Et pour essayer d'en regarder. Et c'est comme ça, voilà. Et donc vous avez travaillé dans une entreprise privée? Oui, sur ma Polva, et on m'a renvoyé. Parce que des syndicalistes officiels qui appartenaient à une grande centrale locale n'aimaient pas ce que je faisais. D'accord. Et donc, maintenant, j'imagine que le patron de la société qui était un Français, M. Durner, a dû être griffé avant par C. Mohamed Deweli. J'imagine, je n'en sais rien, mais j'imagine pas que... Et donc, je dis attention, donc,
Et là, on m'a renvoyé. D'accord. Et bon, Najib, lui, continue à travailler comme apprenant de papier, qui appartenait à des amis de Mohamed Doueri, qui a continué. Puis après, on a senti qu'à Sbata, on était poursuivi, ou alors, c'est juste de la paranoïa. Hein. Parce que là, ce que je dis là, je n'en ai aucune preuve. Ouais. Mais prudent, on a décidé de tout quitter, de tout laisser. On a tout laissé dans cette maison, on n'est pas revenu. Et on a été habité à Mohammedi encore. Donc on a passé notre temps à faire ça. Vous n'étiez pas encore marié à l'époque? Non, j'avais 18 ans. Hein. Ok. J'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans. D'accord. Même pas 18 ans, j'avais 17 ans. J'étais encore un jeune, j'avais même pas encore eu mon bac. Mon bac, je vais le passer plus tard, candidat libre. D'accord. C'est quand je reviendrai de Casablanca que je vais passer mon bac candidat libre. Donc, ensuite, puis à un moment donné, je me suis trouvé un peu à l'étroit dans le système, trop discipliné, c'est pas trop rigoureux, ne tolérant pas trop la discussion, trop d'embrigadement, alors que je suis plus un libertaire qu'un révolutionnaire. La vérité, c'est ça. C'est plus Proudhon que Marx. Voilà. Mais ça, tout ça, c'est rétrospectivement encore. C'est pas à l'époque. Pour moi, ça se confondait, ça se rencontrait. Tout ça, cette forme d'hédonisme révolutionnaire se confondait. C'était une confluence. Ouais. Il y avait pas, les frontières n'étaient pas très fixes, n'étaient pas bien déterminées. Tout ça, c'est le retour sur le passé qui permet de le dégager. Et donc j'ai décidé de revenir à Rabat. Je me suis dit, bon, je vais voir. C'est comme ça, je suis revenu, j'ai passé mon bac, etc. Voilà. Et j'ai commencé à prendre mes distances avec le mouvement. C'est peut-être ça que j'ai eu la chance de ne pas être un ancien détenu politique. Parce que c'est une chance. Maintenant, bien sûr, vous me direz que j'ai raté l'indemnité de l'instance équité et réconciliation, mais je m'en passe très bien. Donc, en fait, je dis ça pour plaisanter. En fait, votre vie, elle est riche parce que vous avez eu vos années d'extrême gauche, de militantisme. Après, vous êtes rentré à l'Opinion. À l'Opinion. Qui est le journal de l'Istiqlal. De l'Istiqlal, oui. C'est-à-dire, vous êtes passé de l'extrême gauche au centre droit. Oui. Parce que l'Istiqlal, c'est le centre droit. Alors là, c'est comment dire? Vous n'avez pas renié vos... Non, j'ai pas renié, je n'ai rien renié. Je ne pouvais pas renier, on ne renie rien. Ça fait partie de moi. Ouais. Et ça continue à ce jour de faire partie de moi et de mes réflexions et de mes réflexes. Donc c'est pas quelque chose qui a été effacé, non. C'est pas un disque dur qu'on passe, qu'on écrase et que ça y est, c'est terminé. Non, c'est là, ça reste. Alors, très jeune, j'avais un frère qui avait toujours l'Opinion, l'Alam, le matin, à l'époque le Petit Marocain, la Vigie, à la maison. Il lisait tout. C'est mon frère aîné. Et on avait toujours, il y avait ma soeur qui était férue de littérature arabe. C'était le Khaïla Wadimna de l'époque. Donc, et moi j'étais le parasite de la lecture de tout ça. Je lisais, chaque fois que l'un laisse tomber un journal ou une histoire, je la prenais, je la lisais. Et très tôt, donc, et puis la BD. Très tôt, j'ai été porté sur la lecture. Et je trouvais beaucoup de plaisir à ça. Et ça va m'accompagner tout le temps, d'ailleurs. C'est ça ce qui m'a beaucoup sauvé, qui m'a beaucoup enrichi, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est ça. Et j'aimais écrire, déjà. J'écrivais mal, mais j'écrivais. Vous écrivez bien maintenant? Oui, écoute, à force, j'ai forgé. Non, vous écrivez bien. J'ai forgé, j'ai fini par devenir un bon forgeron. Vous savez, vous dites, vous écrivez bien.
Vous savez ce que disait, enfin on l'attribue à Einstein, mais je crois que c'est Edison qui est le génie, c'est beaucoup de travail. Il n'y a pas de génie, c'est beaucoup de travail. Bon, moi je ne parle pas de mon génie, moi je n'en ai pas. C'est 90% de transpiration, et 10% ça c'est d'inspiration. Edison, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est ça. Donc il y a pas le don également. Quand on est doué dans un truc, ça ne vient pas. C'est-à-dire si vous le travaillez pas, si vous le ciselez pas, si vous le nourrissez pas, ça ne donne rien. Donc il faut pas. Moi j'aimerais que vous nous parliez parce que j'ai tellement de choses, tellement de thèmes à aborder et surtout je veux parler du Maroc, du nouveau Maroc. C'est pour ça que je veux avancer rapidement sur. Alors je vais passer à l'Istiqlal, comment je suis allé à l'Istiqlal. Voilà, rapidement, je me suis retrouvé, donc je me suis dit, l'Opinion à l'époque c'était le journal de référence, le seul. En français. En français bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, la presse au Maroc était divisée en deux. La presse des partis d'opposition et la presse de l'État. Il n'y avait pas d'autres. 3 ou 4 journaux de l'opposition, dont 2, la plupart du temps, étaient interdits. C'est le Mouhrir, le Tahrir, le Bayani, et puis l'Alam et l'Opinion, qui, eux, maintenaient une certaine... qui étaient censurés, mais qui maintenaient une permanence dans leur présence dans les kiosques. Et de l'autre côté, on avait ce qui deviendra le petit marocain, la RTM, l'NBA, etc. Et donc, naturellement, l'Opinion avait cet avantage à l'époque déjà, et c'est qu'il s'occupait de l'extrême gauche. Il relatait ses actes, il défendait les détenus politiques. Donc, il y a quelque chose déjà qui, par le cœur, te porte vers l'opinion, en plus de la langue française. Parce que vous parlez de quelles années, là? Là, on est au milieu des années 70. On est en 74, 75, 76. Et c'est là où je me suis retrouvé, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Opinion. Et je suis allé voir Zaki Moubarak qui m'a envoyé chez le rédacteur en chef de l'époque, enfin le secrétaire de rédaction de l'époque, Hamid Chahid également, et qui m'a fait aller et venir. Et un jour, j'étais là, j'attendais, au bout d'un mois de va-et-vient, j'attendais, il y a Sdahfet Al-Qadiri qui sort, qui était direct, qui vient de mourir, un grand homme, un grand bonhomme. Chic type. Chic type. Toutes les qualités du monde qu'on peut mettre dans un homme, on les met sur un Sdahfet. Je l'aimais beaucoup. Et là, à un moment donné, j'ai décidé, il se réunissait à 4 heures de l'après-midi. Et après, lui, il sort pour partir. On lui ouvrait l'ascenseur, il entrait, il partait. Et on était à l'avenue Alam Abdallah. Et j'ai décidé d'aller le voir. Je l'ai arrêté, je l'ai interpellé. Il me dit oui, voilà. Il me dit reviens demain à 10h. Je reviens demain à 10h. Il m'envoie chez Mounir Rahmani. J'étais engagé. C'est comme ça que j'ai commencé. Mounir Rahmani était directeur de l'Opinion. Non, il était chef de rubrique. Il faisait l'opinion la page de Rabat et l'opinion des jeunes. D'accord. Le directeur de l'opinion, c'était Qadiri. Ah oui, et le rédacteur en chef, c'était Drissi Qaïtoni. D'accord. Ahmed Chahid était le secrétaire de rédaction. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'opinion. Et j'ai trouvé en Sdahfed un protecteur. Une oreille attentive. Une oreille attentive et un protecteur sans rien demander, sans que je lui demande quoi que ce soit. Alors un jour, là c'est une anecdote, un jour, Drissi Qaïtoni, qui était rédacteur en chef, m'appelle, il me dit, il y a Si Mohamed Doueri qui va venir pour te dicter quelque chose, il faut que tu restes là. Je reste, Si Mohamed arrive, il me dicte des condoléances Wataniyoun Qada. Il y avait un militant de l'Istiqlal qui venait de mourir, il voulait lui faire un truc. Et moi j'ai dicté, je l'ai reconnu. Il m'a reconnu, enfin il m'a rien dit. Moi je l'ai reconnu, je savais qu'il était un Doueri, je lui ai rien dit. Et le lendemain, enfin dès qu'il est sorti, parti, on était au 3e étage, l'Alam était au 1er étage, et un gars de l'Alam qui est monté me voir, il m'a dit. Tu sais, il y a Si Mohamed Doueri qui est venu m'a interrogé sur toi, il m'a demandé ton nom. J'ai compris qu'il m'avait reconnu. Alors là, je me suis dit, je m'attendais à ce qu'il allait advenir. Le lendemain, je rentre. Alors, j'avais entre-temps changé de rubrique, et celui chef de rubrique, c'était Sami Jaï.
Sami Dia était mon chef de rubrique, il me dit, moi je suis un débutant, il me dit, voilà, Sdahfid m'a appelé ce matin, je me dis, ça y est, c'est foutu. Il me dit, il m'a appelé ce matin, mais il m'a dit que tu dois pointer tous les jours ici. Parce qu'il m'a raconté que tu as eu des problèmes avec la police. Et comme ça, si tu ne pointes pas, on sait que tu as un problème et qu'on pourra intervenir à temps. T'es gentil. Extraordinaire. Vous ne connaissez pas. C'était juste un jeune qui est venu demander du boulot. Voilà. Et après ça, il va y avoir la réintégration du Maroc. Et là, on va venir à l'époque que vous voulez. C'est la réintégration des partis politiques de l'opposition. Il y a eu la Marche verte, il y a eu le Sahara. La réintégration des partis politiques dans le jeu institutionnel. C'est là qu'il va donner le Parlement de 77, le gouvernement avec le Istiqlal, l'Irini, etc. Le Parlement de 77, vous savez ce que tout le monde en pense. Non, ce que tout le monde en pense, mais il faut le restituer dans son cadre. C'était un léger mieux. Mais non, ce qui est essentiel dans cette... Je sais de quoi vous voulez parler. Je sais que tu es personnellement intéressé dans cette histoire. Non, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas que c'est pour la première fois depuis... parce que l'état d'exception, théoriquement et légalement, a été levé en 70. Oui. On est en 77, ça fait 7 ans. Les partis de l'opposition, Istiqlal, UNFP, Koutla, Louatania, les partis de Koutla, Louatania, continuaient à refuser. Ils ont refusé les élections de la Constitution 72, ils ont refusé les élections 73, et le Parlement a continué à tourner dans le vide. Là, il y a une acceptation, il y a une autre dynamique qui se crée. Il y a une acceptation de ces partis d'intégrer le jeu institutionnel. Ce que j'appelle dans le jeu institutionnel, ils vont accepter de participer aux élections dans le cadre de la Constitution de 1972 qu'ils avaient boycotté. Donc c'est pour ça que je dis c'est un léger mieux. C'est la réintégration. Non, mais je dis non. Tout ça, c'est pour comment je me retrouve à l'Istiqlal. Parce que votre question, je ne l'ai pas oublié. C'est comment je me suis retrouvé à l'Istiqlal. Alors, il y a la campagne électorale de 77. Il y a Sdahfid Qadiri qui m'appelle. Il me dit, est-ce que tu viens me donner un coup? Il était candidat Yacoub El-Mansour contre Ben Amr Abdrahman. Il était de l'USFP, qu'on connaît, le turbulent avocat qui a continué à être ce qu'il a toujours été. Il m'a dit, tu viens me donner un coup de main. Et là, je tombe sur une bande de jeunes à l'Istiqlal qui étaient comme moi, qui avaient mon âge, et qui avaient les mêmes idées que moi, qui étaient Istiqlaliens. Avec ma relation, ou mon bon souvenir avec Mohamed Douili, je me suis retrouvé dans où on pouvait, il y avait une école qui s'appelait Mdras Ibn Ashab, qui avait été fondée par Ali El-Fassi, que je n'ai jamais connu, moi, Ali El-Fassi, parce que quand je suis arrivé à l'Istiqlal, il était mort déjà. Et cette école était l'école de la deuxième chance, elle était faite à Dar Marassa, c'était une maison bildia, traditionnelle, où on donnait tous les renvoyés des écoles retrouvaient là-bas, pas tous, ceux qui voulaient, et ceux que la capacité de cette maison pouvait accueillir. Il y avait des bénévoles qui donnaient des cours. Et je me suis inscrit dans Formidable. Dans ce processus pour donner des cours de français. Il y avait des jeunes qui donnaient des jeunes étudiants qui donnaient des cours de maths, des cours d'histoire. Et on a préparé des gens à passer le bac en candidat libre, à passer à l'époque le brevet en candidat libre. Il y a des gens qui ont fait carrière avec cette école aujourd'hui. Pas beaucoup, 3 ou 4, d'autres une vingtaine qui ont pu trouver de l'emploi comme ça et qui ont été sauvés. Mais cette école était une bonne pépite, quelque chose pour moi de très intéressant. D'abord, ça résonnait dans ma tête et dans mes oreilles. Ça vous parlait? Ça me parlait. Et le projet était fantastique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette classe sans forcément tout partager. Vous étiez l'aile gauche de l'Istiqlal? Je ne sais pas ce qu'on peut parler. J'étais, disons, l'image de la tolérance de l'Istiqlal. Parce que l'Istiqlal pouvait tolérer, pas trop, mais tolérer quand même des personnes comme moi. Et vous avez passé 40 ans à l'opinion? Et j'ai passé 40 ans à l'opinion. Une vie. Une vie. Voilà. Jusqu'à ma nomination
à la haute autorité de la communication audiovisuelle par Sa Majesté. Ok. Vous avez été nommé à la ACA, vous avez passé combien de temps là-bas? 10 ans. 10 ans. Alors, 10 ans. Comme ça, on vient au volet politique, on va la résumer cette histoire. Pour moi, pour moi, rétrospectivement, voilà, toujours, ça a été pour moi beaucoup de perte de temps. Parce que j'aurais pu capitaliser sur le temps qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas énormément de mots. Mais c'était une aventure passionnante. Parce que je découvrais, il y avait d'abord l'objectif, la libéralisation du paysage audiovisuel. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme radio privée. Radio libre. Libre, privé. Radio libre parce que c'est le thème qu'ils ont oui, en France. non, les radios libres, ils ont commencé libres, ils sont devenus privés. Là dès le départ, ils obéissent à un cahier de charge. Ce n'étaient pas des radios pirates à la base. Non, elles n'existaient pas comme telles. Donc, tout ce que vous voyez ici comme radio, comme nouveaux médias à la télévision, deux, trois chaînes, ça c'est le grand échec de la télévision. C'est grâce au travail qui a été fait, parce qu'il n'y avait ni fréquence, ni rien, ni loi, ni règles, ni déontologie, ni cahier de charge, il fallait tout faire. Et je rentrais dans un domaine où j'apprenais de nouvelles choses. Je ne savais rien du juridique, j'apprenais le juridique. Je ne savais rien du technique et de la fréquence, je m'en suis occupé, on a trouvé des fréquences. Parce qu'on n'en avait pas. On avait négligé ce domaine. Et vous savez que c'est un truc très compliqué, qu'il faut coordonner avec les pays du pourtour, qu'il faut coordonner avec l'Union internationale des télécommunications. C'est très compliqué. Donc, ça a été c'était nouveau. Il fallait construire tout construire de zéro. Donc, on a fait ce travail. Après ce travail, je me suis retrouvé à la retraite. À la sortie, j'étais à 60 ans. La retraite, que vais-je faire? Revenir à l'opinion. Ce que vous aviez comme pécule à la retraite, c'était suffisant pour vivre? On n'a pas de retraite. À la retraite, il n'y avait pas de retraite. Il n'y en a pas de retraite, on n'a jamais eu de retraite. Et à l'opinion? Voilà. Une petite retraite, une de la CNSS, 4 000 dirhams. D'accord. Et une de la complémentaire, 4 000 dirhams. 8 000 dirhams par mois. Je tombe d'un salaire de 50 000 dirhams à 4 000 dirhams. À 8 000? À 8 000 dirhams. Du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vivre? À la limite, je pourrais acheter une échelle et une corde et laisser un peu de pécule pour mes enfants, qui leur suffirait pour 2 jours. Donc il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas revenir non plus à l'opinion, ni en contractuel. Je dis c'est un retour en arrière. Et puis j'ai eu des problèmes à l'opinion. J'ai eu des problèmes avec des responsables du parti à l'époque. Et donc je me suis dit, je vais revenir en arrière, c'est une régression. Et c'est là où je me suis lancé dans le Lecluide.ma. Vous êtes devenu entrepreneur? Je suis devenu entrepreneur. Il fallait que je fasse une SARL. Je ne savais rien de l'entreprise. J'ai toujours été un salarié. Toute ma vie, j'ai été un salarié. Je n'ai jamais pensé impôts, TVA, IS, IR, rien de tout. Je ne savais rien de tout ça. Il fallait que je fasse tout ça, patente, tout ça. Il fallait que je refasse, que j'apprenne tout ça encore. Et donc, je me suis lancé, j'ai fait une SARL, j'ai demandé conseil, bien sûr. Et j'ai constitué et j'ai lancé le Lecluide, Lecluide.ma. Comment ça marche? Ça marche. Ça marche. Pas comme je voudrais, pas comme j'aimerais. Parce qu'il faut beaucoup de moyens pour ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens. Je me bats tous les jours. Chaque jour que fait Dieu. Je vais te faire une confidence. Je suis exclu du soutien public. D'accord. Tout simplement. Et donc, je dois me débrouiller tout seul. Pourquoi je suis exclu, ça, je ne sais pas. Alors que je remplis toutes les conditions. Je laisse à ceux qui en sont responsables la responsabilité de l'expliquer un jour. Et donc vous avez des sponsors, etc. J'ai des soutiens, bien sûr, de la publicité, il y a des gens qui... Pas beaucoup, mais ils m'ont donné. Ça permet au Lecluide de tourner. J'aurais pu faire un bijou. Avec plus de moyens, j'aurais pu faire un bijou. D'autant plus que j'ai fait un choix difficile. Parce qu'on aurait pu faire, comme on en voit, un truc à sensation, à scandale. Non, mais c'est pas votre éthique, ça. C'est pas mon éthique, c'est pas ma façon de voir, c'est pas ce à quoi j'aspire pour mon pays et pour mes enfants. Bien sûr. Parce que moi, j'ai une seule carte nationale. J'en ai pas deux.
mes enfants également. Donc quoi qu'il arrive, on est là. Bien sûr. Donc ce que j'aspire pour ce pays, ce que je voudrais voir mon pays réaliser, faire, ce que je vois parfois dans la presse qui pilule dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, ou même dans la presse écrite, parfois la presse papier plutôt plus, parce que toutes les presses sont écrites. Parce que c'est un usage malpropre du terme de la presse écrite. Impropre, pardon. Et malpropre également, dans le cas qui nous intéresse. J'ai fait un choix. On me l'a dit, oui, mais tu sais, le français d'abord, il est temps perdu. Je dis, je sais, mais ça touche les décideurs. Ouais. C'est une niche. Ouais. D'autant plus qu'on n'écrit pas un français galvaudé. Ouais. Dans le CUD, on a une rédaction, des gens qui écrivent correctement. Nous avons des chroniqueurs de grande qualité, des anciens ministres, des académiciens, des écrivains, des penseurs. C'est pas n'importe qui. Et ça fait la qualité du média. Du média. Et donc, c'est une joie, mais on le fait. Et ça marche. Je m'en sors. Je m'en plains pas. Je suis bien. Je continue, je fais ce que je veux, pas toujours, parce que l'autocensure est toujours là. Il faut pas trop déranger parfois, parce que parfois les temps sont mauvais. Il faut tenir compte. Voilà. Alors. Mais on a mis au goût du jour un terme qui a été oublié, le quid. Le quid. Moi, je ne l'ai pas oublié parce que Oui, toi, tu es presque de ma génération. Non, mais en plus, mon père me l'a acheté. Ah oui. Donc, mon père qui était un intellectuel, il me l'a acheté. Moi, j'avais le souvenir de ça, mais d'ailleurs, je le dois à mon fils, le quiz. Je ne le dois pas moi. Ouais. C'est pas moi qui y pense. Son fils m'a dit, on fait le quiz. Tu connais, toi, le quiz? Ouais. Je dis, oui, le quiz, c'est très bien. J'étais pas chaud au début. Je me dis, d'ailleurs, longtemps, les gens prononçaient le kid. Je leur dis, le kid, c'est un personnage de bande dessinée, Ouais. hein, de western, Ouais. qui tirait plus rapide que son ombre. Hein? Donc là, c'est le quid. Qu'en est-il? C'est ça. La question, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Exact. C'est ça le sens. Et donc, on s'est installé, non pas dans l'information, parce que l'information, il faut une équipe très forte, humainement, au niveau de l'effectif. Et il faut aussi une ouverture de l'information dans le pays. Donc on s'est positionné dans l'éclairage et l'analyse. Ouais. C'est apporter à un événement des explications, parfois plusieurs explications, pas forcément. Ça ne doit pas être monopolaire ou monopensée. Ouais. Il n'y a pas la pensée unique d'une façon. Non, un truc diversifié. Et dès le départ, on a fait ce choix. On me dira que pourquoi le français, je me dis, parce que c'est la langue des décideurs, c'est la langue qui continue. Malheureusement, ma position, moi je suis sur ce terrain hostile à Katib Yassine qui considère que la langue, Katib Yassine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain algérien et qui est décédé maintenant, qui dit que la langue française est un butin de guerre, une prise de guerre. Non, pour moi je me suis dit, moi je suis une prise de guerre de la langue française. Personne n'est une prise de guerre de personne. Non. C'est une richesse. C'est une richesse. Moi, non, c'est une richesse. Non. Parler 10 langues, c'est une richesse. Non, je ne le conteste pas. Mais dans le cas actuel de la langue française dans notre pays ou dans nos pays, c'est presque un frein à la richesse. D'abord parce qu'on est captif. Moi, je me considère comme captif de cette langue. Cette langue, je ne l'ai pas choisie. J'ai grandi, je l'ai trouvée devant moi. Quand je suis rentré à l'école, j'avais le prof d'arabe et des Français qui m'enseignaient le français. Quand je suis monté au lycée, j'avais 2 profs qui étaient marocains. Tarbiya al-Islamiyya al-Wataniya et l'arabe. Tous les restes, les maths, les physiques, sciences naturelles, répétiteur, le surveillant général, le censeur, tout ça était des Français. Même le prof d'éducation physique était français. Donc c'est pas le choix. En plus, on avait tout le monde au niveau de l'État, au niveau du système qui parle français. Ouais. Et parler français, c'est s'assurer une voie. Donc c'est pour ça que je me considère comme captif. Et je considère que je m'en suis rendu très tôt compte. En 1979, pour la première fois, j'allais à l'ONU. Je suis resté 3 mois aux Nations Unies.
Et je n'avais pas l'anglais, Et pourquoi? parce que je ne l'avais pas. Vous ne l'aviez jamais travaillé? J'ai jamais travaillé. J'ai eu l'anglais nécessaire pour passer le bac, pas plus. D'accord. Donc j'ai jamais travaillé et je me suis trouvé handicapé. Ouais. Et récemment, encore j'étais à Dubaï, Tout le monde parlait anglais. tout le monde parlait anglais. Là où tu vois, quand on sort de la zone francophone, qui compte 250, 280 millions de locuteurs, Ouais. sur 8 milliards, on voit que c'est une insuffisance, exactement peut-être plus grave qu'une insuffisance cardiaque ou rénale, ou hépatique, tout ce que vous voulez, ou les trois en même temps. Ouais. Donc, il y a cet aspect des choses. Non, mais ça, c'est Donc- quid, c'est difficile, mais vous en sortez, vous Alors, trouvez des sponsors. voilà, donc oui, d'accord. des Tu sponsors, me fais revenir voilà. sur ça. Et vous battez pour faire vivre un nouveau média, et vous êtes Ben, entrepreneur. on se bat, on continue. Bravo. On continue. Merci. Bravo. Maintenant, parlez-nous de la période du nouveau règne, Oui. c'est-à-dire ces 25 dernières années. Comment vous voyez le Maroc? Comment il a évolué? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Et comment on peut comment est-ce qu'on peut, de 99 à aujourd'hui, est-ce que vous voyez des lignes forces? Est-ce que vous voyez des moments vous voyez des points d'inflexion? Vous voyez des moments de changement dans ces 25 ans? Ben oui, bien sûr. Écoute, dès le nouveau règne, les choses ont commencé à changer. Il y a des choses qui ont été faites. Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé une expression, il dit Hassan II a construit la maison, Maroc. Le roi Mohamed VI va la meubler. Ah non, non, c'est réducteur, ça, celui qui a dit ça. Non, je dis qui a dit ça, mais bon, globalement. C'est votre avis, ça? Non, non, pas tout à fait, pas nuancé, mais je ne suis pas entièrement en désaccord. Ah, avec moi, je suis en désaccord. Oui, donc, quand je serai à Ouais. votre place, Non, moi, je serai là. moi, je pense pas ça. Mais bref. Donc, on a commencé à voir le changement, et parce que moi, le changement, je le voyais venir. Ok. Je le voyais venir par l'initiative, la première initiative de solidarité avec les démunis, qui a été lancée et parrainée par le roi Mohamed VI, alors prince héritier. Et la proximité avec les pauvres. Oui. La fibre sociale. La fibre sociale était là, présente, très forte. Ouais. Je la voyais venir. Exact. Et j'ai un article, le roi des pauvres, c'est moi qui l'ai écrit le premier, Ouais. dans l'opinion, ça existe. J'ai écrit, voilà, il a été le prince héritier des démunis, Ouais. il saura être le roi des pauvres. Et c'est de là que c'est parti, Ouais. le premier jour. Ça a été repris après par Moulay Mustafa Al-Alaoui dans le Ousboua, Ouais. et après ça, ça a été repris par Le Monde. Ouais. Et il a fait Flores. Donc, c'est ça. Donc, je voyais ça venir. Et donc, on va voir ce volet social s'intéresser. On va voir le lancement de l'équité et réconciliation. Oui. C'est important. Oui. Ouvrir je ne vais pas parler des réalisations, les grands chantiers, les autoroutes, le port Tanger, mais on sait ça, on connaît ce que le Maroc, sous le règne de Mohamed VI, a réalisé, Oui. est en train de réaliser. Là, je vais ouvrir, tu me permets une parenthèse, j'entends souvent, on fait souvent au roi Mohamed VI un reproche, il est absent. C'est pas vrai. Il est absent. Tu ne le vois pas, mais il n'est pas absent. Dieu, on ne le voit pas, mais il est absent, il n'est pas absent, il est là. Alors, je vais donner un exemple très simple. Récemment, il a été aux Émirats arabes unis. Un contrat stratégique multifacette. Une batterie d'accords ont été signés. Qui vont de Dakhla à l'Afrique, à l'intérieur du Maroc. Qui a préparé ça? Ça s'était fait le jour où il est parti à... Mais vous savez, moi je suis un économiste, je suis de très près ces dossiers. Oui.
Je sais très bien le travail qu'il faut faire en amont pour réaliser ça. Donc il faut arrêter. Chaque fois. Ça, ceux qui disent ce genre de choses. Non, c'est des gens qui ne sont pas lucides. Ils ne sont pas lucides ou qui sont de mauvaise foi. Voilà, ils ne sont pas lucides. Donc je ferme cette parenthèse pour venir. Donc je ne vais pas parler de ce qui a été fait. Je vais citer un exemple. On avait par rapport à ce que vous avez dit, je vais résumer. Voilà, vous avez dit. Récapituler. La fibre sociale est véritablement une appétence pour régler les problèmes sociaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé de l'instance équité et réconciliation qui a permis de solder les années de plomb, etc., de faire en sorte qu'on a tourné la page, on a pu avancer, etc., de nouveau, de pied ferme, et de renforcer le Maroc, etc. Les infrastructures, tout le monde les connaît. Développer la qualité des infrastructures, etc. Et puis l'ouverture. L'ouverture sur le plan politique, elle était fascinante. L'ouverture, c'était pas avant? Ça a commencé, mais elle a vraiment prospéré avec ça. Celui qui a ouvert et qui a fait... C'est Hassan II. C'est vrai. Non, il a commencé, il a préparé le terrain. C'était son travail, son boulot. Mais on aurait pu tomber sur un souverain qui remet tout ça en cause et fait autre chose. Non, on a eu un souverain qui a fait dans la continuité, en développant cette continuité, en élargissant les espaces. Parce que, prends l'exemple de l'équité et réconciliation. Les résistances qu'il y avait à faire, par exemple, cette opération, je parle de la résistance à l'intérieur du pouvoir. Tous ceux légués de la phase précédente, tous les hommes, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'intérieur, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans tous les secteurs, il y avait des résistances. Il y avait des gens qui voulaient, mais il y avait des résistances. Et ils ont senti qu'il y avait un patron à l'avoir. Oui, il y avait un bada. Mais il disait, il y avait beaucoup de résistance. Il fallait résister à cette résistance. Il fallait mettre fin à ces résistances. Et ça a été, et l'opération a été jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une opération facile. Non. Donc, et attention, il a toléré de la presse ce que son père n'a jamais toléré. Il ne faut jamais l'oublier. Les 10 premières années, ce qui a été dit, les critiques qui lui ont été faites ici. Mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais surtout à cette époque. Maintenant, ça s'est tassé parce que où des gens ont déposé les armes, d'autres se sont exilés, sont partis ailleurs vagabonder, ou qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ce schéma, mais écoute, on a voulu nous vendre l'idée d'un roi feignant. Qui a dit ça? C'est le monde. C'est le monde. Oui, on a voulu. Moi, j'étais obligé d'écrire à l'époque que vous n'y êtes pas du tout. C'est un roi génétiquement programmé pour être roi et professionnellement préparé. Oui. Et il était vous là. Vous savez, il y a le tropisme des Français. On ne va pas le rappeler. Oui, mais il était relié ici. Et il est pas. Ça dépend dans quelle couche sociale, on parle. Parce que qu'est-ce qui a dérangé fondamentalement la France et les Européens? C'est le développement du Maroc en Afrique. C'est sûr. C'est ça qui a dérangé. C'est-à-dire que le rayonnement... Non, mais là, on était... C'est ça ce qui a coûté. Les campagnes médiatiques virulentes contre le Maroc, elles viennent d'abord du développement du Maroc en Afrique. Écoute. Ça vient de ça. Écoutez. Ça, c'est un truc économique. Ça a commencé avant qu'on nous découvre la politique africaine du roi. Mais c'était pas avec autant d'intensité. Si, il y avait de l'intensité. On testait la capacité du roi. On a même voulu lui créer des conditions de renversement. J'ai vécu ça en ce moment-là. Vous parlez de quelle période? Je parle de 1999 à 2010. Mais c'était pas possible. Non, c'était pas possible, ça c'est une chose. Mais ce qui se faisait, je te dis l'époque. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'on avait des organes de presse qui étaient les relais
Certains. Certains, bien, mais 10, il y avait 3 ou 4. Oui. Ce n'est pas la peine de les citer. Mais ils ont été tolérés pendant longtemps. Et moi, en tant que journaliste, j'ai vu un souverain au niveau du règne qui s'ouvre sur la presse et qui donne la considération aux journalistes. Bien sûr. Et je sais que c'est une considération qu'on lui a fait regretter. Moi, je suis d'accord avec vous, et je pense qu'en termes de liberté d'expression, c'est-à-dire que le nouveau règne, il a permis une avancée en termes de liberté d'expression. Ça, c'est... Ceux qui reconnaissent pas ça, ils mentent. Ils mentent. Donc ça, il est clair. Le Maroc a compris qu'il ne pouvait pas se développer au nord. C'est pas l'Union européenne, etc. C'était compliqué. L'accord d'association, on ne pouvait pas le... Alors, il y avait d'abord, pour le souverain, il y avait d'abord de changer de fusil d'épaule concernant le Sahara. La diplomatie a complètement changé d'approche. C'est ça. Et ça a pris du temps pour commencer à mettre... Parce qu'il ne faut jamais oublier que de 1976 à 2000, on était toujours en minorité dans les instances internationales. On était toujours en minorité. Que ce soit à l'OEA, à l'UEA. L'UEA, bon, on n'y était pas. À l'ONU, ils l'ont aligné. Et le monde... À partir de là, il y a eu quand même une mutation profonde dans l'attitude des gens à l'égard du Maroc et à voir la question. Ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps. Et beaucoup de gens ont essayé de... Quand l'initiative d'autonomie a été prise en 2007, elle remonte à 2004 en vérité, il a été attaqué sur ça, de l'extérieur, pas de Driss Bsri. On dit, ouais, non, c'est presque le trim d'Abdrahim Bouabil, le bradage. Non. Bon, c'est encore quelqu'un qui n'a rien compris. Non, rien, mais je dis ce qu'il en est. Je dis ce qu'il en est, la situation comme elle est. Et il a tenu, et on a vu comment le dossier a commencé à évoluer. Et on a commencé à créer une nouvelle sédimentation dans les résolutions des Nations Unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité, qui a enterré l'option référendaire. Parce qu'elle était impossible, infaisable, mais il fallait la faire passer, la faire admettre. Et là, il y a eu un travail très intelligent qui a été fait à ce niveau-là. Moi, c'est un grand acquis. Après ça, il y a eu, à un moment donné, on a commencé à parler de Mohamed VI l'Africain. Oui. Parce qu'il s'est engagé effectivement dans cette politique. Le prolongement, là, ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas se développer au nord, on ne peut se développer qu'en allant. C'est-à-dire l'accord d'association avec les Européens et les Sémites. Mais ça, le Maroc, je crois que le Maroc, on a toujours été conscient. On a toujours, c'est pas nouveau non plus. Parce que dans l'affaire du Sahara, c'était pour essayer de l'encercler, de le rendre dans une ambiance géographique, comment on appelle déjà ça, comme l'esprit insulaire. Un esprit insulaire, on a voulu l'enfermer. Et que le Sahara, c'était justement pour permettre à l'Algérie de venir par le sud du Maroc, et on se retrouve l'Atlantique d'un côté, l'Espagne d'en haut, et enfermé. Et donc, c'était beau. Et là, toute la bataille, tout ce que le Maroc a engagé ici, a perdu comme homme, comme investissement financier dans l'armée, dans le développement de la région, etc., ça a été pour faire ça. Et donc, cette politique a connu une mutation qualitative et quantitative en direction du sud. Ouais. Et on a vu le roi s'installer, multiplier les tournées, et il y a eu deux fameux discours, le discours d'Abidjan et le discours du retour à l'UA. Ça, ils ont tracé ce qui est en train de se faire aujourd'hui, encore avec la zone atlantique, avec le Mali, le Niger, donc, si on veut, le Burkina Faso, le Sénégal. Si on veut faire un point d'étape dans ce que vous avez dit, liberté d'expression, plus liberté d'expression. Oui. L'instant sécurité et régulation. Sur la liberté d'expression, actuellement, nous sommes un peu en régression.
Maintenant. Oui. Pour quelle raison? Des crispations. Aujourd'hui. Ouais, qu'on peut dépasser. On dit pas, il y a des gens qui... vous savez, il y a toujours un exemple arabe qui dit إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. Ouais. Il y a eu des excès. Il y a eu des excès qui ont poussé, qui ont braqué. Et ça a permis une certaine tentative de serrer les boulons ici et là. Est-ce que ce n'est pas l'excès de liberté d'expression qui a conduit à cette... c'est pas le retour de balancier. C'était durant les 10 premières années notre bataille. Un certain nombre de journalistes, dont je citerai Jamal Braoui, Khalil Idriss Allah yarhamou Hachimi, bien d'autres. Notre bataille, c'est de dire à nos confrères, à nos collègues, n'abusez pas. Ce que vous dites, vous pouvez le dire. On le dit. Il faut le dire intelligemment, poliment. On n'a pas besoin de brusquer. On n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de braquer. Non, il faut être. Et donc, il faut avoir une vision équilibrée des choses. Alors, moi, quand je vois, je vais le citer. Tiens, je vais mettre les pieds dans les plats. Soufiq Bouajani, quand il m'écrit un éditorial, et il dit on ne gouverne pas un pays depuis la plage. Non, mais ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà, il le fait dans un éditorial. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez? Alors que c'est de la bêtise totale. Comme ça, une formule, la tentation d'une formule, permet. Alors, on leur disait. Oui. Alors, vous pouvez dire beaucoup de choses. Vous savez. J'ai vécu. Attendez. Il y a une loi fondamentale dans ce pays. J'ai vécu la presse dans les temps les plus durs de la censure. Les années de plomb. Les années de plomb. Et on disait des choses. Mais on savait les dire. Et ils étaient reçus 5 sur 5. Ouais. Parfois, on nous interpellait. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi vous avez été jusque-là? Un jour, Boubkir Jamel, je vais en parler. Il est venu chez moi à l'opinion, il n'avait pas encore lancé le journal. Il m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, c'est très simple. J'écris jusqu'à ce qu'on me tape sur les doigts. Je reviens en arrière. Et après, je recommence, palier par palier. Et ainsi, jusqu'à ce que je pousse vers le maximum. Quand on me tape sur le doigt, je reviens. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Un jour, on finit par gagner 2, 3, 4 pas. Et c'est comme ça qu'on a pu quand même survivre dans cette ambiance, qui était, comme tu l'appelles, enfin, vous l'appelez, de plomb. À l'époque. À l'époque, oui, bien sûr. Alors, ici, là, on a eu la liberté, tout ça, le roi a toléré tout, et on s'est lâché. Il fallait tenir compte de ça. Alors, à partir de là, tous ceux que la liberté de presse n'intéressait pas ont eu la partie belle. On leur a donné les bâtons. Et ça, c'est dommage, parce qu'on aurait pu avancer mieux, plus. Maintenant, évidemment, on n'étouffe pas, tout à fait. Continuez à dire des choses. Mais je crois que ça va, on s'en sortira. Alors, il y a aussi un autre point qui est très important à mes yeux, qui a été fait ces 25 dernières années, c'est la couverture sociale. Oui. Couverture maladie universelle. Ouais, ça c'est récent. C'est récent. Même s'il y a beaucoup de choses à dire dessus, même si on pourrait l'améliorer, mais elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il reste une question. Moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas vous. Est-ce qu'on a les moyens de les financer? Non. Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, on a mal pensé le financement. Mais on peut bien le penser. On peut bien le penser. Oui. On peut bien le penser. Rien ne nous empêche de bien le penser. Aujourd'hui, vous savez que ça, c'est quelque chose sur lequel on s'engage à contre-courant. Oui. Déjà aux États-Unis, n'en parlons pas. Il y a Robert Kagan qui avait écrit en 2003 un livre sur l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, où justement il reproche à l'Europe ce que Trump fera plus tard, parce que Robert Kagan, c'est un néoconservateur.
C'était l'un des théoriciens des néoconservateurs aux États-Unis. Il reprochait justement la couverture sociale aux Européens, à l'époque déjà. Et depuis, on a assisté à un recul, d'ailleurs on l'a vu en France avec les grèves, sur les acquis sociaux qui ont fait ce que Robert Kagan et avec lui Joseph Barrel, le jardin européen, Ouais. pour faire de nous la jungle. Ouais, mais Pour faire de nous la jungle. Et non, pourquoi je vous dis ça? Ils sont en train de revenir sur les acquis sociaux. Oui. Et c'est en ce moment-là que nous, et parce qu'on n'est pas pareil. oui, on n'est pas pareil. Alors je dis que l'entreprise de la couverture sociale universelle est une entreprise audacieuse, hardie, courageuse, d'autant plus qu'elle se fait dans un environnement international à contre-temps et à contre-courant. Bon, ces pays-là, c'est des pays vieux. La population est vieille. Le rapport actif et inactif est différent, est inverse d'une autre. Par contre, nous, on ne peut pas la financer comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit faire une réflexion d'ensemble de façon à permettre la pérennité Du système. Aujourd'hui, elle n'est pas assurée. Oui, Aujourd'hui, elle n'est pas je suis assurée. d'accord. Aujourd'hui, elle n'est pas assurée. Et il ne faut pas faire les erreurs qui ont été faites par Obama quand il a fait l'Obamacare. C'est-à-dire qu'il a voulu faire une couverture universelle, mais il n'a pas réfléchi au centre de soins. C'est-à-dire les gens allaient, mais ils mettaient 3 mois, 4 mois, 6 mois pour être reçus. Ça se passe aujourd'hui en France. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a une réflexion. Ça se passe aujourd'hui en Il faut France. qu'on ait une réflexion. Il faut qu'on ait une réflexion d'ensemble. Oui. Il faut qu'on ait une réflexion d'ensemble sur ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Mais je veux dire, La graine a été semée. Oui. Maintenant, il va falloir l'arroser. Moi, j'aime toujours ça. C'est Hassan Abdullah Rahmou qui disait souvent ça. Hein. La politique, l'économie, c'est comme l'agriculture. Bien sûr. Il faut semer, il faut attendre la pluie, il faut attendre le soleil pour récolter. Donc ça va demander du temps. Mais je suis d'accord, la graine a été semée. Ça ne va pas être facile. Maintenant, on a un nouveau défi au Maroc. Lequel? On a un problème d'eau. Ah, On a un problème d'eau aujourd'hui. On a un problème depuis combien de temps on a un problème d'eau? Quand je dis un problème d'eau, je ne parle pas d'un problème de précipitation. De consommation. Non, de précipitation. C'est-à-dire que je différencie l'eau à la pluie. C'est-à-dire le Maroc c'est pas un pays où la pluie est abondante. Elle n'a jamais été. Ouais. Non. Aujourd'hui, toutes les réserves sont épuisées. Moi, je parle de la gestion De l'eau par optimale de l'eau. Pourquoi on n'a Pas pas fait... seulement par la population, mais également par l'agriculture, etc. Ah, oui, on va La parler réflexion du- globale de l'eau. Ouais. Ça, c'est ce qui va nous concerner les 30 prochaines années. C'est comment on va faire. On est concerné aujourd'hui. Non, mais la résolution de ce problème, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut des usines de dessalement, parce qu'il faut parce qu'il faut rééduquer le citoyen. On va produire une loi à combien? À 5 dirhams, Tu crois que c'est le mètre possible? cube, ouais. C'est possible. Avec toute l'infrastructure tout autour, avec on est obligé, l'acheminement, on est obligé, par contre. avec l'énergie qu'il faut. Oui, avec, par contre, peut-être qu'il fallait réfléchir à faire des mini usines dessalement plutôt que des très grosses. Bon, ça c'est ceux qui ont cette responsabilité qui doivent y y penser. réfléchir. C'est pas nous. Hein. Non, déjà aujourd'hui, on est en train de prendre du retard sur les usines dessalement d'eau. Bien sûr. Mais moi, ce que je voudrais dire, puisque vous avez évoqué la question, c'est que la question d'eau se pose avec acuité depuis la fin des années 70. Depuis la première sécheresse que nous avons vécue dans les années 80. Et on a commencé à C'est dire... structurel, c'est un problème structurel. Structurel. Et chaque fois que la pluie tombe, il nous faut reporter la décision. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la session d'aujourd'hui. Et il y a eu l'orientation, je crois, je sais pas, en 2000, je ne me rappelle plus l'année, quand le Conseil de l'eau qui a présenté le rapport au souverain, qui avait dit il faut la gestion de l'eau par la demande, pas la gestion par l'offre. Ça n'a pas été fait.
On a laissé faire. Et parce que l'agriculture, elle a Alors, consommé beaucoup d'eau. Oui, elle consomme beaucoup d'eau, mais en même temps, on a eu 3 ans de Covid, on a eu la crise d'Ukraine, et on trouve toujours quoi acheter dans les marchés, c'est très bien. Ouais, là, vous êtes gentil. Hein. Non, c'est vrai, c'est cher, mais... Mais c'est normal si vous achetez, mais c'est... Non, mais je sais pas si vous... moi, je me balade souvent dans les quartiers populaires, dans les marchés, j'aime me balader comme ça, je vois les gens, je vois ce qui se passe. Il y a de la disponibilité, pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça sera l'année prochaine, parce cette année, il est terrible. Hier, on était à 28,33. Annoncé à un moment donné, vers 16h, on était en plein hiver, on a eu 33 degrés de chaleur. Aujourd'hui, on a quelques gouttes de pluie, mais il fait chaud. On a toute la saison qui vient. On a en hiver, et c'est pareil, c'est pas propre au Maroc. C'est le monde entier qui est dans ce dérèglement. Alors donc aujourd'hui, l'année prochaine, ça risque de se poser. Mais on avait fait les choix d'abord, parce qu'on avait besoin d'exportation. C'est une réalité. Nos ressources sont connues. On a un peu de phosphate, un peu de tourisme, un peu d'immigrés, un peu d'agriculture, quelques mines. Ça, c'est le recette en devise. Ah, oui, oui. Sans ça, ce que tu vas faire. Ouais, mais si vous exportez votre eau. Oui, tu exportes. Ça, je connais. Cette théorie existe également depuis le temps. Mais moi je dis pas, moi je dis, dans l'agriculture, il faut un mix. Non, maintenant. Vous devez à la fois, vous pouvez pas ne pas exporter du tout de tomates. C'est pas ce que je dis moi. Mais il faut faire un mix. Il faut faire un mix. Il faut à la fois exporter des choses qui consomment beaucoup d'eau et des choses qui consomment peu d'eau. Il faut une réflexion globale au niveau de l'agriculture. Il y a peut-être un peu de fatalisme dans notre réflexion et dans notre prise de décision et dans nos choix. On dit que le ciel finira par être clément. Un jour la pluie, tout ça, jusqu'à ce qu'on se retrouve vraiment dans une sécheresse qui s'installe, qui devient endémique. Ça, c'est un problème. Peut-être ça. Moi, j'essaie de voir un peu le côté socio-psychologique, culturel de cette façon, de ce type de fatalisme, de toujours compter et de ne pas désespérer de la clémence divine. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture et ça marque aussi nos hésitations, nos décisions et ce que nous faisons. Maintenant, ce que je constate, que le fait est là et qu'on a pris effectivement. Moi, je ne pense même plus petites aux moyennes ou grandes usines de dessalement d'eau. Je pense dessalement. Commencer d'abord. Bien sûr. Sauver les sociétés. On verra, on adaptera. Il y aura toujours, quel que soit le plan qu'on mettra pour arranger quelque chose, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des défaillances qu'il faudra régler. Mais il faut commencer. Si on commence déjà à installer les choses, on aura déjà avancé et en ce moment-là, on pourra réfléchir à tête reposée. Là, on est en train de réfléchir dans le stress hydrique. Oui. De ce qui est bien plus que le stress hydrique. Oui. Donc il faut quelque chose. Mais bon, alors moi, j'aimerais bien, d'ailleurs j'attends qu'on m'explique ça, je crois qu'on me l'expliquera la semaine prochaine, on m'a promis ça, de tout ce qui est en train de se passer dans cette histoire de l'eau. Parce qu'on est en train de construire des barrages, alors qu'on sait que la pluie n'est pas pour demain. On va construire des barrages qui vont être vides. Et pour des milliards de dirhams. Ça, c'est important. Et donc, moi, ce sont des questions que ce sont des questions que j'ai envoyées à des responsables. J'attends leurs réponses parce que j'ai envie d'écrire là-dessus. Mais tout ça rentre dans la réflexion. Il y a des barrages qui ont été lancés en 2016. Alors qu'on savait. Mais tout ça, toutes les études annonçaient ce que nous sommes en train de vivre. Et quand même, qu'on savait qu'on s'est mis à construire des barrages dont on ne savait pas comment. Ça entre dans la réflexion globale de l'eau. La réflexion globale de l'eau, il y a les barrages, il y a les barrages collinaires, il y a les usines dessalement de l'eau de mer, il y a l'agriculture qui consomme de l'eau, il y a toute la réflexion. Mais pourquoi on neutralise le Conseil supérieur de l'eau?
Ça, c'est un boulot qu'il aurait pu faire. Voilà, tout ça, c'est une réflexion globale de l'eau, et il faut qu'on la soumette à des experts, il faut que ces experts donnent leur rapport au gouvernement de façon à ce qu'il puisse agir en ayant tous les paramètres. Qu'est-ce que vous pensez de la coalition actuelle qui est au gouvernement? Une coalition, comme on en a connu d'autres, pareil. On a vu des coalitions, Istiqlal Irini, Oui, on a vu des coalitions UCFP Irini. oui. Maintenant, on voit Comment elles fonctionnent? Ben, moi, je ne sais pas. Ils fonctionnent plus ou moins correctement. Je crois qu'avec avec ce qui se passe, je crois qu'il y a beaucoup d'injustice à l'égard de ce gouvernement. Ah bon? Je sais comment vous pensez. Moi? Oui, je sais. Moi, je suis un homme équilibré. Oui, je sais que vous êtes très équilibré. Je pense des bonnes choses et des... Non, je crois qu'il y a beaucoup d'injustice pour ce gouvernement. Évidemment, ce gouvernement, à mon sens, il a un grand tort. Son grand tort, d'abord, c'est sa communication. Oui. Il n'a pas une communication qui porte bien ce qu'il fait et qui défend ce qu'il ne fait pas. Oui. Ça, c'est essentiel. Et cette absence de communication est dramatique. Pour lui. Et tout ce qu'on lui reproche, il est là, bon, il y a le porte-parole du gouvernement, il vient, il récite des trucs, le chef du gouvernement va au Parlement, il fait son bilan, mais c'est... quand vous avez un gars comme Ilham Ben Kairan, un crâneur, qui dit beaucoup de bêtises pour dire une chose juste et que ça passe, vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe. Vous imaginez bien qu'un homme comme moi n'est pas proche des thèses du PJD. Non, je parle quand il était chef de gouvernement. Ah, oui. Non, maintenant, écoutez, Ben Kairan, quand il vient, pour parler de ça, Ben Kairan, quand il vient et qu'il dit que le séisme de Haouz et la punition divine... Ouais, mais ça, Non, attends, laissez-moi terminer mon raisonnement, parce que c'est important. Et il fallait qu'un jour je le dise, je vais le dire. Ils disent que ce qui est arrivé aux gens de Haouz, c'est la punition de ceux qui ont trafiqué, entre guillemets, selon lui, les élections et qui l'ont dépossédé du gouvernement en 2016, qui ont dépossédé, soi-disant, le PJD en 2021 ou en 2022 de ses sièges, etc. Et il a une drôle de conception de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu était juste, sans Dieu, je ne parle pas du bien, parce que le bien, moi je le sais, il est juste, a puni des pauvres haillons qui habitent la montagne, tout au haut de la montagne, dans la misère, pour ce qu'ont fait des gens, ce que lui suppose les gens ont fait à Rabat. La conception qu'il a de Dieu n'est pas la mienne. Non, mais... N'est pas la mienne. Donc, ça, c'est pour te dire que, pour Ben Kairan. Mais je te dis, quand il était chef de gouvernement, qu'il a pris des mesures impopulaires, éminemment impopulaires, et qu'il a su venir défendre crânement devant le Parlement. Parce que c'est un grand communicateur. Voilà. Donc, ça nous ramène au gouvernement actuel. Je dis, c'est ça ce qui manque à ce gouvernement. C'est pas qu'il ne travaille pas, c'est pas qu'il ne fait pas de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher, certainement. Il n'y a pas de gouvernement parfait, ça n'existe pas, ça serait trop beau. Et quand c'est trop beau, c'est pas vrai, tout simplement. Donc, mais ce qu'il fait n'est pas bien défendu. Pas convaincu. Si. Non, moi je suis d'accord qu'il y a un problème de communication. Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi que moi je dis pas le. Je veux pas me faire ici son porte-parole. Non, moi je dis pas le gouvernement. Je dis la coalition parce que pour moi le gouvernement c'est pas ça. La coalition. Pour moi les partis, pour moi les portefeuilles de souveraineté ils font leur boulot, ils font leur travail. Les autres ils peuvent s'améliorer. Ils amusent la galerie. Non, je ne dis pas ça. Je dis on peut améliorer. Oui, on peut améliorer. Certainement. On peut améliorer la communication. Et même les ministres de souveraineté sont à améliorer. On peut améliorer la réflexion sur les problèmes importants, comme la couverture sociale universelle, comme l'agriculture, comme les grands chantiers du moment. On peut les améliorer. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis positif, moi. Oui, je sais. Je suis d'accord avec ça. On peut améliorer les choses. Et concernant
Les milieux d'affaires, les relations entre les milieux d'affaires et la politique. Je ne partage pas votre avis. Ah ouais? Non, du tout. C'est quoi votre avis? Je vais vous le dire. Je connais la musique. Ce n'est pas la première fois que je vais l'entendre. Qu'il ne faut pas que les hommes d'affaires se mêlent de la politique, qu'il ne faut pas, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, etc. D'abord, il n'y a pas un pays, et je mets quiconque au défi de me le montrer, ce pays, où la connexion affaires, politique, gouvernement n'existe pas, même qu'elle est la prédominante. Et d'abord, interdire à un homme d'affaires de devenir ministre. Non, mais personne ne peut interdire. Je termine. Non. Quand on dit qu'il faut mettre une muraille de Chine entre les milieux d'affaires, ils ne doivent pas influer sur la décision politique. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Moi, je dis un homme d'affaires, constitutionnellement et démocratiquement, il a tous les droits comme tous les autres citoyens. Bien entendu. Il a tous les citoyens. Donc, maintenant, il faut dessiner le cadre. Voilà, il faudrait que l'intérêt de conflit qu'on craint ou qui existe, vrai ou faux, soit encadré de manière à ce qu'il ne puisse pas se produire. On est d'accord. C'est exactement ça. Donc ça, c'est... Pour l'instant, j'entends beaucoup sur les conflits d'intérêts, mais je n'ai rien vu de prouvé. Et vous avez une décision du Conseil de la concurrence? Oui, quelle décision? Il a pris dans tout temps. Mais alors voilà, d'accord, très bien. Moi, je vais aller plus loin. Pourquoi on ne cite dans cette affaire qu'il fallait rien? Ah ben ça, c'est pas bien. Alors qu'il y a Shell, qu'il y a Total. Bien sûr. Ce sont les trois qui se partagent le marché. C'est pas normal. Pourquoi on oublie Total qui est française? C'est pas normal. Et que Shell qui est, je crois, britanno-suédoise. On l'oublie, on n'en parle pas. Ouais. On ne parle que de la marocaine. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est Premier ministre, d'accord. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un dire une chose l'autre jour sur une radio marocaine, je crois que c'était un juriste en plus. Il a dit ce que les compagnies ont fait n'est pas illégal, mais il n'est pas éthique. Ça, je suis d'accord. Mais c'est clair. Quand on libère le marché, on le libère. Bien sûr. Ou alors on l'encadre. Et celui qui l'a libéré, c'est celui qui est en train de le dénoncer. Oui, mais... Et on lui a dit, moi j'ai dit à Ila Ben Kiran, on était Filglaza, je ne me rappelle plus de qui, et on descendait le Shuhada, et je lui dis, ils sont en train de manger touma, l'ail, ils sont en train de bouffer de l'ail par ta bouche. Il m'a dit, Khalioum. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas été mis en garde. Alors, et maintenant il vient de dénoncer. Non, il fallait encadrer. S'il y a un secteur qu'il faut encadrer, moi je suis d'accord qu'il faut encadrer les prix. Je vous dis. Comme citoyen marocain. Alors, Ila Ben Kiran, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a enlevé la caisse de compensation parce que la situation était intenable pour les finances marocaines. Ce qu'il a fait de mal, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas mis les verrous pour empêcher la dérive de la libéralisation. Il n'a pas su le faire. Pourquoi il n'a pas su le faire? Parce que les portefeuilles techniques, il ne les avait pas en main. Et même techniquement, il ne savait pas faire. Donc, il faut une vision équilibrée des choses. On est d'accord. Ceux qui critiquent Africa sans parler de Total et de Shell, ils ont tort. Mais on les oublie complètement, on ne parle que des frères. Ils ont tort. Il faut parler de l'ensemble des secteurs. Et il ne faut pas viser Africa seulement parce que l'actionnaire de référence, non, au contraire. Pourquoi? Non. Il faut mettre la lumière sur l'ensemble du secteur. Moi, je suis un légaliste. Quand je dis il faut que les milieux d'affaires n'influent pas sur la politique, je dis qu'il faut mettre un cadre. Je suis d'accord, et on est d'accord. D'éthique. On est d'accord. C'est tout, hein, c'est pas. Non, moi je suis d'accord. Je dis, voilà, comment les choses marchent. Il
il faut savoir raison garder. Bien sûr. Toujours dans toute chose. Là, Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès. Il ne faut pas d'excès. Il faut regarder les choses et il ne faut pas insulter l'avenir. Parce que la vie, elle change, les choses changent. Bien sûr. Donc ça peut. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez parler qu'on aurait omise de parler? Je crois, non, pas vrai. Je crois que j'ai assez parlé. C'est vrai? Je fais ça. Ben moi, je pense que vous avez bien brossé le portrait de ces 25 dernières années du Maroc. Vous avez parlé de votre vie privée, très peu. Vous avez parlé surtout de votre vie publique. On sait que vous êtes marié, que vous avez des enfants. J'ai des enfants, comme tout le monde. Voilà. Quand même, je suis à un âge où je devrais avoir des enfants. Voilà, bien sûr. Et puis, on ne peut que vous remercier pour ce moment agréable qu'on a passé. Je vous remercie de m'avoir permis de passer un bon moment voilà, de discussion, d'échange. Où on était plutôt deux interlocuteurs et non pas un intervieweur. C'est ce qui se passe dans cette émission, voilà, c'est-à-dire qu'on discute. On discute. Bien sûr, la part belle est pour l'invité. Mais il faudrait mettre une petite cheminée ici au lieu de cette bibliothèque. Ouais, ben on la mettra. Comme ça, ça fera une discussion au coin de la cheminée. Au coin du feu. Ouais, au coin du feu. Ben, Sidi Naïm Kamal, merci. Mais vous voulez une cheminée maintenant avec la sécheresse qu'il y a et le chaleur. Ça ferait pas. Donc, c'est le moment de conclure. Donc, on veut remercier M. Naïm Kamal pour le temps qu'il nous a consacré, pour son courage, pour sa faculté d'être revenu sur des années difficiles du Maroc, les années de plomb, mais aussi des belles années, parce que je pense que le Maroc a changé fondamentalement ces 25 dernières années en mieux, malgré toutes les critiques qu'on puisse faire, et il pense la même chose. Et on souhaite le revoir une autre fois dans le cadre d'Ecopolitis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Sinaï. Merci à vous, Adnan.